toutes et tous, ce webinaire est enregistré. Il sera visible sur le site de 3AR et sur le site Recocrèche. On va vous parler de qui nous sommes et les centres de ressources qu'on propose en région Nouvelle-Aquitaine. C'est un webinaire qui est ouvert à tous. Nous avons de personnes inscrites, à la fois des entreprises, des accompagnateurs, parmi lesquels notamment voilà, il y a Margot, ma collègue, qui anime le dispositif Guichet Vert en région Nouvelle-Aquitaine, et Cyrielle, à qui je viens de faire un clin d'œil sur la réunion. Et puis bien sûr, principalement, étaient inscrits des collectivités, donc à la fois des élus, des acheteurs et des responsables d'établissements qui accueillent des jeunes enfants. Aujourd'hui, je suis avec Nadine Rivet, présidente du réseau 3AR et surtout élue. Elle vient aujourd'hui en tant que témoin, en tant qu'élue à la mairie de Limoges. Donc, on vous laissera la parole tout à l'heure. Et puis Anne Lafourcade, notre experte associée sur les sujets de santé-environnement, de la même manière, qui viendra témoigner de son expérience du terrain sur les questions de politique d'achat et comment on intègre la santé environnementale. Donc l'idée, c'est vraiment sur ce cycle de webinaire de vous inspirer, de vous proposer des retours d'expérience. On est ensemble pour 1 heure. Ça s'inscrit effectivement, c'est le premier webinaire d'un cycle. On s'est dit que tous les mercredis au mois de mars, en fin de matinée, pour vous mettre en appétit, on vous propose un petit webinaire d'1 heure. Donc aujourd'hui, on parle politique achat. La semaine prochaine, on va faire un focus sur la qualité de l'air intérieur avec une experte sur la QAI, qualité de l'air intérieur, pour faire un petit point d'actu réglementaire autour des questions de diagnostic, bonne pratique. Il y aura probablement des questions. Donc, ce sera aussi le moment de venir avec vos questions, on pourra y répondre. On aura un focus sur la santé environnementale dans les achats de travaux et de maîtrise d'œuvre. Ça, c'est un webinaire qu'on organise en partenariat avec le cluster bâtiment durable qui s'appelle ODIS, et on parlera d'une démarche et de labellisation qui s'appelle ECRIN, qui est portée par l'ADEME au niveau national. Et enfin, Anne Lafourcade nous fera un petit focus sur le sujet nettoyage hygiène, qui est un gros sujet sur nos questions santé environnementale appliquées dans les établissements qui accueillent de jeunes enfants. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à utiliser le chat. On relaiera les questions. Donc aujourd'hui, voilà, premier webinaire pour un peu poser le contexte de l'intégration de santé-environnement dans les politiques d'achat. Donc on a pris le prisme la prisme métier, agir en tant qu'élu avec le témoignage de Nadine. Anne, tu prendras la parole des responsables et des agents qui travaillent dans les établissements qui accueillent de jeunes enfants dans les crèches. Et puis, donc Amandine s'excuse qui est responsable qui s'occupe des achats responsables à l'agglomération du Pays Basque. Elle ne pouvait pas se libérer, m'a donné quelques éléments. Et donc, on aura le point de vue de l'acheteur et comment on l'inscrit dans la politique achat, et notamment au travers d'un schéma des achats responsables dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, quelques éléments de contexte que je vous présente rapidement, parce qu'on a un public qui est un auditoire très hétérogène. 3R, c'est le réseau des achats publics responsables de Nouvelle-Aquitaine. Donc, on travaille sur le sujet depuis 15 ans maintenant. Le message qu'on donne sur la question des achats publics responsables, c'est que ce sont des démarches qui sont de plus en plus structurées. Déjà, il y a un cadre réglementaire qui est sacrément incitatif et particulièrement favorable à ces démarches. Pour petit exemple, d'ici 2026, tous les marchés devront comporter au moins une considération environnementale. On est aussi sur une fonction qui se professionnalise, alors qui se structure et qui se professionnalise sur les enjeux environnementaux et sur les enjeux plus globaux d'achat responsable. On a voilà, Fabien qui est ici, qui est expert achat responsable à la métropole et qui vient vraiment en appui auprès des services achats sur comment j'intègre des enjeux environnementaux et sociaux dans mes achats. On a un portage politique aussi qui est renforcé, et on le constate depuis quelques années, où effectivement les élus ont bien identifié la commande publique comme un levier d'application des politiques publiques qui n'est pas déconnecté. Ça, Nadine nous en reparlera, mais qui ne peut pas être déconnecté de la politique publique. Il y a un devoir d'exemplarité, entre guillemets, de la collectivité.
Et puis, sur cette partie aussi structuration de démarche, on a aussi l'émergence de documents cadres autour des achats durables. J'ai mis les SPASER en première ligne. SPASER, ça veut dire schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. C'est obligatoire pour les gros acheteurs qui achètent pour plus de 50 millions d'euros chaque année. Collectivités territoriales, acheteurs publics, hein, collectivités territoriales, hôpitaux, enfin, toute structure soumise aux procédures de marché public et qui achètent pour plus de 50 millions chaque année a cette obligation-là. Donc, ça veut dire que c'est aussi une possibilité de structurer, et je le détaillerai tout à l'heure avec l'exemple du Pays Basque qui a intégré un enjeu sanitaire dans son SPASER. Et puis, bien sûr, la question de la santé environnement, c'est une préoccupation grandissante. Si vous êtes ici, c'est que vous avez probablement une sensibilité, une connaissance des questions de santé environnementale. Donc, on n'est pas là pour vous donner un cours sur les sujets de santé environnementale. Il y a énormément de ressources qui existent. Mais je vous donne voilà, des dernières actualités, à la fois une formation CNFPT co-organisée avec le réseau Environnement Santé sur justement l'exposition aux perturbateurs endocriniens. C'est la deuxième formation. Je sais qu'il y avait eu beaucoup de monde inscrit au niveau national. L'exemple du réseau Environnement Santé, toujours avec André Sicolella, qui est un peu un lanceur d'alerte sur les sujets de santé environnement et qui porte la campagne Territoire sans perturbateurs endocriniens. Donc, vous êtes signataire, Limoges, je vous en parlerai, Nadine. Mais en tout cas, dans cette charte, il y a une ligne mobiliser la commande publique pour éviter l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Et puis, sur le côté droit de l'écran, je vous partage quelques posts LinkedIn de nos amis d'Île-de-France et du Réseco du Grand Ouest, ainsi que la clause verte qui montre que ces sujets de santé environnement dans les marchés publics, il y a une demande puisque on propose de plus en plus des webinaires, des clauses types, des outillages. Voilà, donc c'est vraiment en train les accompagnateurs aussi sont en train de se structurer. Donc ça, c'est un message qui est assez intéressant à connaître. Et alors nous, au niveau des réseaux, on travaille vraiment en lien au niveau national. Donc, on partage aussi nos expériences. Et je vais, Nadine, vous laisser la parole. J'arrête le partage, comme ça, on vous voit bien. Et puis, vous proposer d'intervenir en tant qu'élu. Vous poser quelques questions. Et on va... Hop, il est là. Et on va dérouler ça. Donc, déjà, vous allez vous présenter quel est votre mandat à la mairie de Limoges? Alors, j'interviens à un double point de vue, mais je voudrais quand même dire quelques mots en tant que présidente du réseau 3AR, parce que je suis vraiment heureuse et fière de représenter cette association et de l'accompagner dans son développement auprès de tous les acteurs, et particulièrement les acteurs publics, en ce que l'intervention de la responsabilité dans les achats est devenue primordiale. On ne peut pas faire d'achat dans les collectivités sans mettre dans les notations une partie consacrée au développement durable et au respect de l'environnement, à toutes les contraintes que nous devons respecter. Donc, je suis donc très, très heureuse de participer à ce webinaire en tant que présidente du réseau 3AR. Mais par ailleurs, vous m'avez posé une question, Anne, en tant qu'élue, quelles sont mes délégations? Alors, elles sont assez larges, mais il y a quand même comment dire, un point commun. Donc, la première délégation qui m'a été confiée, c'est la petite enfance. Et ça a été effectivement la voie d'entrée pour le sujet qui nous intéresse. Mais il y a aussi les accueils de loisirs. Donc, nous sommes toujours avec un sujet lié à la santé des jeunes. Et puis, récemment, l'année dernière, le maire m'a confié la charge de Limoges ville nourricière. Et on sait que l'alimentation est bien entendu un élément quand même essentiel
Donc à Limoges, nous avons transformé les jardiniers en maraîchers. Et tout ce qui avait affaire aux plantes est devenu terre de production de légumes. Donc les serres municipales et des terres de plein champ. Et par ailleurs, mais là c'est plutôt anecdotique, les parterres, qui étaient également consacrés aux fleurs, accueillent désormais des légumes dans les plates-bandes autour de la mairie, dans les parcs publics. Et ça, cette production est destinée directement aux habitants de Limoges. Et puis, il y a aussi toute la partie jardins partagés, jardins familiaux, qui, bien entendu, participent à la bonne santé des habitants de Limoges. Voilà. Et Donc, oui, et nous faisons aussi des distributions gratuites de légumes plusieurs fois par an, en sachant que ce que je vous disais tout à l'heure sur les plates-bandes, les gens ont compris, enfin les habitants ont compris et se servent directement. Donc, la première fois, nous avons ramassé les légumes et nous les avons distribués. Désormais, nous n'avons plus à les ramasser parce qu'ils sont ramassés par les gens qui sont directement concernés. merci. On va revenir quelques années en arrière. Et donc, en tant qu'élu à la petite enfance, on sait que vous avez lancé plusieurs actions. Comment est-ce que vous en êtes arrivé au sujet de la santé environnementale? Comment est-ce que vous avez été sensibilisé, informé? Voilà, comment ça s'est passé? Quel a été le déclic? En janvier 2015, le maire a signé au nom de la ville la charte Ville Santé Citoyenne, parce que lui-même était médecin et était très sensible évidemment à tout ce qui touchait à la santé. Et je crois que ça c'est l'élément déterminant. Et dans le cadre de toutes les actions mises en place à ce moment-là, il y en a une qui concernait la petite enfance et donc les crèches, parce que tout naturellement, la bonne santé commence dès la naissance, donc s'adresse aux plus jeunes. Et ça nous est apparu extrêmement important de veiller à ce que pour les enfants, on commençait à parler des 1000 jours, mais ce n'était pas d'actualité comme actuellement. Mais on avait entendu parler, et alors je le confesse volontiers, pas moi directement, mais donc le maire et un technicien qui était chargé du secteur de la santé à la ville de Limoges. Et donc, cette lutte contre les perturbateurs endocriniens est arrivée comme une évidence et comme une action qui était de nature à favoriser la bonne santé de nos enfants, en tous les cas pour ceux qui étaient accueillis dans les crèches, parce que bien entendu, il n'y a pas que les crèches comme mode d'accueil des jeunes enfants. En tous les cas, pour cela, on a tout mis en œuvre pour qu'ils soient, pendant le temps où la collectivité s'occupait d'eux, où ils soient vraiment protégés des perturbateurs endocriniens. Et en cela, nous avons été aidés par Anne, qui a fait un travail remarquable sur une crèche test et qui a mis l'accent sur toutes les actions qu'il était utile de mener pour aller dans le sens de… Je pense que ça n'est pas possible de dire zéro perturbateur endocrinien, mais pour minorer le plus possible la confrontation des enfants à ce risque majeur. Et donc, je vais lui passer la parole, mais ça a été vraiment le point zéro. Et après cette expertise qui a donné donc, toutes les actions qui étaient préconisées pour aller dans ce sens-là, nous avons mis en œuvre, au-delà de la première crèche, dans les 10 autres crèches, toutes les autres euh, opérations qui pouvaient favoriser donc cette lutte contre les PE. Donc il y en a qui ont été très, très emblématiques,
Et je pense à notre plateau en porcelaine, puisque nous servons les enfants, et c'était le cas dans des plateaux. Ils étaient en mélamine, ils se sont transformés en plateaux en porcelaine. Et donc, nous avons changé toute la vaisselle. Donc, la vaisselle, évidemment, dans laquelle mangent les enfants, mais aussi la vaisselle euh, qui sert à confectionner les repas des enfants. Et ça a été évidemment un changement de pratique important pour les professionnels. Donc ça, c'est ce qui concerne la cuisine, mais il y a aussi les actions minute par minute dans les établissements. Donc tout ce qui touche à l'hygiène de l'enfant, mais à l'hygiène des locaux, ce qui touche à l'environnement avec la qualité de l'air, ce qui touche aux jouets qui sont mises à disposition des enfants. Donc, pour toutes ces actions-là, nous veillons à ce qu'il y ait, sinon zéro perturbateur, au moins le minimum de perturbateurs endocriniens. Alors, euh, pour tout ce qui touche à ce qui est autre que les jouets, je pense que nous sommes assez bons. Sur les jouets, j'avoue que là, malgré l'aide que nous a apportée 3AR, nous ne sommes pas parvenus à établir un vrai cahier des charges qui puisse être satisfaisant. Alors, nous pourrons peut-être l'évoquer peu plus tard, mais ça, c'est véritablement un souci parce que pour les jeux, bien sûr, on a jeté beaucoup de jeux qui pouvaient être dangereux. Mais dans les nouveaux achats, il est extrêmement difficile de connaître la composition réelle des jeux. Et dans ce qui est proposé par les fournisseurs, nous avons beaucoup de mal à connaître les compositions, les fiches, et même dans ce qui paraît être assez naturel, par exemple les jouets en bois, même ces jouets en bois ne sont pas forcément indemnes de tout perturbateur endocrinien. Donc là, c'est vraiment un peu compliqué. Mais euh, une des grandes voies d'intervention, ça a été les marchés publics. Ça nous ramène à notre sujet. Et on ne pouvait pas mener cette lutte contre les PE sans modifier absolument nos pratiques en matière de marché public. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez une question plus précise. Alors, il y a deux questions. Ouais. Déjà, à quel moment de la démarche c'est arrivé? Est-ce que c'est dès le départ? Est-ce que ça a été progressif? Est-ce qu'il y a eu un blocage à un moment? Ça a été concomitant, puisque quand on parle d'hygiène, donc enfin, on va parler d'hygiène des locaux, c'est un peu plus, c'est très accessible. L'hygiène des locaux, ça passe par des produits. Et ces produits dans une collectivité telle que celle de Limoges, qui a 132 000 habitants, c'est forcément un marché public. Et donc, ça n'a été pas complètement immédiat parce que il fallait, donc on s'est séparé de tous les produits qu'Anne nous avait révélés comme susceptibles de constituer un risque. Euh, mais pour les autres, compte tenu de l'importance des coûts, il fallait passer par un marché. Et là, c'est vrai qu'il y a eu, on a senti une vraie réticence des personnes qui s'occupaient de ces marchés. Et je crois que c'est l'écueil le plus important quand on met en place. Alors maintenant, c'est passé dans les mœurs, mais il faut il faut remonter le temps en 2017-2018, imposer que dans ces marchés, on soit vigilant à ce que ce soit des produits éco-labellisés ou écologiques. Ça, c'était une révolution. Et ça a été le plus compliqué. Mais bon, ça a quand même mis pas loin de 2 ans pour que les choses soient acceptées. Okay. Ouais. Oui. Et ça, il faut le dire. Alors, désormais, je crois que cet aspect-là est beaucoup plus
d'actualité et que ça ne pose plus les mêmes difficultés, réticences. Enfin, en tous les cas, au niveau de la ville de Limoges, on a fortement senti cette évolution et ça passe aussi par la formation des agents, parce que pour faire accepter cette idée-là, il faut expliquer pourquoi on a cette exigence. Et donc cet aspect formation, je crois, est indissociable aussi de cette volonté. Voilà. Ok. Et donc, la première action donc, que vous avez mise en place, c'était former les agents, c'était mobiliser le service achat et commande publique. Mobiliser les agents de la commande publique, mobiliser nos agents, nos professionnels qui travaillaient dans les crèches, parce que bien évidemment, elles et eux aussi, parce qu'il y a quand même quelques hommes qui travaillent, devaient être persuadés de l'intérêt. Et c'était les meilleurs vecteurs aussi auprès des parents, parce que les parents posaient des questions. Plus de biberons en verre, c'était quand même bien pratique, et puis les biberons en verre, ça se casse. Ben non, ça ne se casse pas plus, hein, c'est quand même très rare qu'on échappe un biberon et que tout éclate. Ça a été la première chose, hein, changer tous les biberons. Il y avait des parents, mais vraiment qui étaient rétifs, vraiment, ils ne voulaient pas. Et que les professionnels puissent avoir ce pouvoir de persuasion était extrêmement important pour que les choses avancent. Et ça ne pouvait se faire que en les formant. Et puis après, nous avons fait des ateliers de parents. Bon, tout ça, ça a été une évolution, mais la première chose, c'était effectivement la formation des professionnels, tant de la petite enfance que des marchés publics. Ok. Alors, comment, une fois qu'on s'est dit, on est rentré par un prisme, une crèche, puis 10 crèches, on a avancé sur certaines familles d'achat, comment est-ce qu'on finalement on structure une démarche globale, une politique d'achat globale qui intègre ces enjeux d'exclusion la plus possible de perturbateurs endocriniens dans vos achats, parce que vous avez aussi signé hein, la charte territoire sans perturbateurs endocriniens. Et donc, en tant qu'élu, comment est-ce que vous pouvez agir pour structurer une politique d'achat et pour garantir un maximum que à chaque achat réalisé, on ait pris en compte ces enjeux sanitaires? Alors, ça ne peut se faire que progressivement. C'est arrivé finalement assez vite pour la petite enfance, parce que chacun est en général parent ou va le devenir. Donc, on veut le meilleur pour ses enfants et le meilleur passe par une bonne santé. Donc, sur les achats de produits petite enfance, et puis on a fait beaucoup de communication autour de ça. Donc, les employés se sont laissés assez vite persuader. Quand il s'est agi d'élargir aux autres achats, on a retrouvé cette prévention, enfin, oui, non, mais c'est… et tout d'un coup, c'était plus la santé, alors que la santé, ça concerne aussi le personnel. Je veux dire, quand on achète des nouveaux produits de nettoyage, bien sûr que ça touche à la santé des enfants, mais ça touche aussi à la santé des professionnels qui utilisent ces produits. Et c'est au travers de ce volet santé qu'on a pu les atteindre, mais ça a été beaucoup plus lent, je le reconnais. Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai conservé mes attributions concernant la petite enfance et les accueils de loisirs dans la nouvelle mandature. Et le maire m'a désignée comme membre de la commission d'appel d'offres. Donc, ça veut dire qu'il y avait un travail à mener avec les personnes qui s'en occupent. Et
savais qu'à chaque fois, et je posais des questions, et j'intervenais, et je revenais toujours à la charge. Ça s'est fait assez naturellement. Mais c'est vrai que il faut impérativement persuader ces professionnels de l'achat que la lutte, alors non, je reviens au-delà de la lutte contre les perturbateurs endocriniens, le respect du développement durable, le respect des contraintes environnementales doit figurer obligatoirement dans la grille d'évaluation des réponses au marché. Voilà. Et c'est ce qu'on est parvenu à faire à Limoges, et moi j'en suis très fière. Super, merci beaucoup Nadine. Est-ce qu'il y a des questions de participants? N'hésitez pas. Bon, c'était l'idée de vous proposer le témoignage d'une élue, comment agir en tant qu'élue. Et donc voilà, arriver à la commission d'appel d'offres et en présidence du réseau régional. Donc merci beaucoup pour votre témoignage. Donc on avait agir en tant qu'élu, on a agir en tant que personnel de crèche, d'établissement accueillant de jeunes enfants. On a trouvé sympa de pouvoir proposer à Anne Lafourcade. Donc, quand Nadine parlait de Anne, c'était Anne Lafourcade, hein, comme on est deux Anne, qui, depuis, tu vas te présenter, et puis la démarche SEFLI, hein, les accompagnements, et finalement ce que tu as pu constater, hein, du coup, en partant encore une fois du terrain, comment on arrive, c'est un peu les mêmes questions, hein, comment est-ce qu'on arrive à se poser la question des achats, et quel rôle peut tenir le responsable, la personne en établissement. Et puis on a aussi des accompagnateurs qui sont là aussi, donc aussi le message pour tes pairs. Merci Anne. Ton micro est éteint. Ça, c'est la base, hein, allumer le micro. Merci. Bonjour à tous et merci au réseau 3AR pour l'invitation. Donc, effectivement, comme tu le disais, Anne, on est là avant tout grâce à un portage politique très fort de l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui, depuis 2015, finance une stratégie qui était antérieure effectivement à la SNPE, Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, et aussi antérieure à la politique des 1000 jours dont parlait Nadine Rivet. Grâce à ça, on a développé tout un tas d'outils qu'on est prêt à vous faire passer. C'est un peu l'objet de nos webinaires maintenant, c'est de contribuer à un essaimage d'outils probants qu'on a réussi à mettre en œuvre d'abord de manière expérimentale sur le territoire. Et c'est vrai que la toute première expérience, avant même ce programme, elle était à Limoges. Donc, c'est vraiment nos pionniers départementaux et nationaux, hein, on peut dire ça. Donc, on a eu ce portage ARS très fort sur la thématique polluants chimiques, exposition des jeunes enfants aux polluants chimiques dans les établissements accueillant des jeunes enfants. Donc, ça, c'était un peu la trame. Moi, je dis polluants chimiques, je ne dis pas forcément toujours perturbateurs endocriniens, c'est vraiment un tout petit peu plus large, mais ça les englobe. Donc, grâce à cette stratégie, on a créé un projet qui s'appelle RecoCrèche, et effectivement, on a développé tout un tas d'outils qui étaient d'abord des outils papier avec des guides, d'abord en direction des directrices de structures petite enfance. Et là où première chose clé à dire pour soutenir ce qui a été dit précédemment, c'est que faire des actions locales, ciblées, à l'échelle d'une crèche, c'est possible quand la directrice ou le directeur porte le sujet. Ils sont maîtres d'un certain point, mais très vite, notamment pour des villes un peu plus grandes, on va vraiment bloquer l'efficacité des actions si on ne s'attelle pas aux services connexes et notamment à la commande publique. Donc, quand je dis services connexes, ça va être l'implication des techniciens, de la maintenance, des acheteurs publics, des responsables de la qualité de l'air intérieur, par exemple. Enfin, il y a vraiment tout un tas de services dont on ne peut pas se passer si on veut une stratégie efficace et si on veut essaimer au-delà, puisque nous, notre rêve, c'est que la petite enfance est un cheval de Troie qui rentre dans les collectivités par un petit axe bien géré. Mais l'idée, c'est que ces pratiques, elles viennent profiter à toutes et à tous. Et effectivement, Nadine, je vous suis sur l'importance de s'occuper de la santé des agents, notamment des
pour la simple raison que la plupart des agents de la petite enfance sont des femmes, sont des jeunes femmes qui sont aussi susceptibles d'être enceintes. Donc, c'est aussi leur fertilité et leurs enfants qu'il faut protéger parce qu'on sait qu'il y a des périodes de fragilité par rapport à la perturbation endocrinienne, d'autant plus que voilà, que ce sont des métiers extrêmement féminins, donc important de les protéger. Donc, voilà, donc pour en revenir à l'histoire de mon expérience, c'est que si les services connexes de la collectivité ne sont pas impliqués, effectivement, c'est difficile. Et donc, on a besoin des acheteurs. Alors, ce qui est très difficile, important, et à prendre en considération si vous souhaitez mettre en œuvre une stratégie de ce type-là, ça va être de faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des actions qu'on peut faire à l'échelle des établissements, il y a des actions qu'on peut faire au niveau de la commande publique. Il y a des temps longs dans la commande publique parfois, entre le moment où on a un rétro-planning pour mettre en œuvre un nouveau marché et l'arrivée ou le test des produits dans les établissements, le temps peut être un peu long, donc il faut bien séquencer tout ça. Nous, on propose des formations aussi dans cet objectif-là. Je développerai ça au dernier webinaire du mois, ça sera vraiment l'objet. Et là, quand je parle de ça, c'est vrai que c'est beaucoup sur les produits de nettoyage et de désinfection. C'est là où on a le plus avancé, c'est là où c'est le plus facile. Alors, pourquoi c'est facile ? Facile. Vous allez me dire, c'est pas si facile, mais c'est quand même beaucoup. Et puis, c'est beaucoup plus facile, vous avez raison, Nadine. Pourquoi c'est facile ? Parce qu'on a défriché le sujet déjà et parce que la réglementation, les labels, l'offre est mature. Donc, avec Anne Benz, quand on travaille et on discute beaucoup sur comment faire, il y a vraiment deux types de produits que vous achetez. Il y a les produits qui sont sur des axes faciles et sur des axes moins faciles. Donc, les produits faciles, effectivement, ça va être des produits où il y a une offre écologique mature, typiquement sur la détergence ou sur les produits cosmétiques ou d'hygiène bébé, ça va. Encore, comme vous le disiez Nadine, c'est très très frustrant, mais la réglementation européenne sur les jouets, elle existe, il y a un règlement, mais il n'est pas parfait en termes notamment de transparence, qui laisse beaucoup de trous dans la raquette et beaucoup de difficultés effectivement à aller chercher l'information. Même pour les fabricants, pour les distributeurs eux-mêmes, puisque les produits sont majoritairement sourcés en Chine, importés, avec finalement accès à des substances, à des listes de substances ou de la composition qui est très restreinte. Donc, il y a quand même des segments faciles, effectivement, détergence. Il y a le segment de l'alimentation aussi, où c'est plus facile parce qu'on a des outils. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est l'importance de faire les choses dans le temps, d'accepter les temps longs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on peut pas faire une conférence de sensibilisation, puis le lendemain avoir des produits vertueux, des protocoles, des gens formés. C'est un peu long. Donc, il faut accepter l'idée que ce soit un peu long, mais ce n'est pas grave, on avance. Il y a des choses qu'on peut faire immédiatement. Nous, on va vraiment dire aux personnes, par exemple, l'étape du tri, d'enlever les pires produits ou les pires substances. Ça, c'est un truc qu'on peut faire, nettoyer vos placards. Enfin, nous, c'est notre obsession, c'est faire le tri, le ménage dans les placards. Déjà, enlever des produits d'anciens marchés, des produits obsolètes, des produits qui ne répondent plus à la réglementation du jour. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être faites en amont. Et après, effectivement, Anne, tu y reviendras peut-être aussi dans les outils, mais vraiment faire du sourcing de qualité, ça, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire d'aller découvrir les fournisseurs qui sont capables de vous répondre. Ils existent. Il y a plein de distributeurs qui distribuent leurs produits aujourd'hui, donc notamment, encore une fois, sur le nettoyage et l'hygiène. Donc ça, c'est tout à fait possible. Voilà, donc il y a une méthode à respecter. Voilà, il y a à agir sur les pratiques et les produits, mais pas dans n'importe quel ordre. Donc ça, c'est des choses que vous retrouvez dans les guides qu'on a produits pour vraiment vous aider à ne pas faire aussi des étapes chronophages et perdues d'avance. Je vous donne un exemple. On ne va pas faire une grande conférence pour tous les agents d'entretien en leur disant que les produits utilisés sont pas bons et contiennent des cancérigènes, mutagènes, retoxiques, et après seulement être capable de changer les produits dans 2 ans. Parce que ça, c'est extrêmement déceptif. Donc, il faut vraiment accompagner ce changement, faire de la planification de manière à ce qu'on n'ait pas des étapes délétères psychologiques, parce que la psychologie,
C'est très important pour la réussite de ce genre de projet, encore une fois, sur le long cours. Donc, faire attention à la psychologie, aux aspects psychologiques sur ces thématiques qui sont effectivement anxiogènes, il faut bien le voir. Donc, il faut gérer ça bien pour pas que ça devienne un truc qui fige les gens, mais au contraire, qui leur donne envie d'avancer. Il faut créer de l'envie. Ça a été très bien fait à Limoges avec des projets positifs sur l'alimentation ou sur la vaisselle. Effectivement, c'est des projets, c'est des belles histoires aussi. C'est du réel, mais c'est aussi des belles histoires et du coup, qui donnent envie aux gens d'imaginer que ce qui va venir après, ça sera très positif et très agréable aussi, puisque nous, on a beaucoup de témoignages dans les EAJE du fait que ce soit plus simple, plus agréable aussi. Enfin, nous, on travaille beaucoup sur des stratégies d'évitement. Et l'évitement, c'est aussi moins de produits, moins de choses, moins de tapis, moins de tapis avec des phtalates. Et on a des retours très positifs aussi sur ce côté, une certaine sobriété chimique, mais une sobriété d'achat aussi, mais qui prend du temps aussi et qu'il faut accompagner. Et voilà. Je Là, te laisse tu illustres vraiment, alors pour les acheteurs habitués, je vais reparler Spaser après, mais dans les schémas, il y a souvent un gros volet acculturation des agents. Et un gros volet aussi qui est souvent le parent pauvre dans l'achat public, c'est le suivi d'exécution. Donc, le côté nettoyer les placards, sensibiliser, former, acculturer, on est complètement dans cette structuration de politique achat responsable, prenant cet enjeu sanitaire en compte de manière forte. Comment toi, du coup, ça fait le lien aussi, comment à quel moment, toi, dans les accompagnements, comment ça se passe le lien avec les services achats? Comment ça se structure? Bon, je connais un peu tes retours d'expérience, mais qu'est-ce qui fait pareil le déclic et qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui est facilitant? Okay. Entre le lien de la démarche lancée dans les établissements et puis après comment on communique, on travaille avec le service achat. Quelles sont les difficultés et puis comment vous les surmontez? Okay. Bon, moi, mon retour d'expérience, c'est que c'est vraiment une collectivité, une histoire. C'est-à-dire que c'est un peu la magie de notre pays aussi, c'est que chaque collectivité a sa structuration, a sa façon de travailler. Donc, c'est quand même très difficile de faire des grandes généralités. On a des collectivités qui, sur la base donc on en reparlera des outils, mais bon, on a créé un guide qui s'appelle Roco Crèche 3, qui est vraiment dédié à l'hygiène et à la détergence, c'est celui-là. Donc, tous nos outils sont téléchargeables, on ne l'a pas dit, mais en ligne, gratuitement sur le site rococrèche.fr. On a des services achats qui sont à fond et donc ils vont utiliser nos outils, tu en reparleras sûrement rapidement, mais on a des différents outils, de manière très autonome et qui sont déjà formés effectivement, comme tu le disais Anne, aux techniques de l'achat responsable. Et du coup, ils n'ont pas tellement besoin de nous. En fait, ils se débrouillent tout seuls. Après, nous, ce qui va faciliter, ce qu'on constate qui facilite, c'est vraiment aussi le portage et la motivation de l'acheteur ou des personnes du marché. C'est très personne dépendant. Voilà, moi, j'ai le souvenir effectivement de l'acheteuse de petite enfance de la ville de Paris, donc, qui avait des marchés colossaux en termes de montant, qui s'est complètement approprié le sujet avec vraiment une force politique impressionnante, et elle a réussi vraiment à imposer des critères de santé environnementaux assez exigeants, allant jusqu'à, tu en parleras peut-être, le risque d'avoir prendre le risque d'avoir des marchés infructueux sur des marchés d'1 million d'euros. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que ça peut aller jusque-là, ça peut être vraiment la force de conviction d'une personne qui fait changer les choses. Et quand vous avez des marchés à 1 million où les répondants classiques ne peuvent plus répondre parce qu'ils n'ont pas dans leur panier de produits ce qui correspond, eh ben, ils changent leur panier de produits. Donc ça, c'est très important. Donc ce qui est important aussi, c'est le regard et l'écoute qu'on a chez les fabricants. Nous, avec Anne, on ne cherche pas à éviter le dialogue avec les fabricants. Au contraire, on a eu des résultats tout à fait probants quand ils acceptent de changer leur panier de produits au regard de ce qu'on propose. À partir du moment où c'est faisable, je pense notamment à quelque chose qui est très simple, c'est retirer les produits parfumants des détergents et désinfectants en petite enfance. Souvent, les parfums sont des allergènes, même quand ils sont naturels, même quand ils sont extraits d'huile essentielle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très pragmatique et qui a été fait par certains fabricants.
Et nous, on est ravis quand on a ce dialogue avec les fabricants. Donc, ça ne répond pas tout à fait à la question de ce qui est facilitant, mais c'est ce qui contribue au long terme à faciliter les choses pour les prochains. Hein. Donc, il y a aussi un petit côté, il y a le côté j'agis pour ma ville immédiatement, et il y a le côté j'agis pour globalement, sociétalement, en contribuant à ce que les marchés changent, la relation aux fournisseurs change. Donc, c'est vrai que ce qui facilite, c'est utiliser nos outils, je crois. On a proposé tout un tas d'outils, notamment tu as écrit un document pour faciliter le sourcing. Tu y reviendras peut-être, le sourcing, c'est une étape importante sur les détergents toujours. On espère le faire pour d'autres segments d'achat. Il y a les outils de sourcing, il y a effectivement les clausiers types, hein, avoir vraiment des clauses précises, validées par des juristes pour ne pas inquiéter les personnes de la commande publique. Voilà ce qui va faciliter. Hein. Donc, c'est vraiment beaucoup de dialogue, les temps longs, prendre le temps en amont des marchés, de bien s'occuper de son sourcing. Je crois que ça, c'est vraiment ma recommandation. Et après, ça déroule, quoi. Mais il faut connaître ses fournisseurs, il faut connaître le marché. Les challenger un peu au niveau des sous aussi, hein, parce qu'il y a il y a aujourd'hui c'est pas vrai que les produits écologiques doivent être 3 fois plus chers. Enfin, il n'y a aucune raison valable à ça, donc il faut vraiment pas se laisser entraîner là-dedans. Au contraire, nous, on arrive en limitant le nombre de produits plutôt à faire baisser la note qu'à l'augmenter. Donc, c'est quand même ça qu'il faut avoir dans l'objectif. Parce qu'il y a beaucoup d'idées, combattre les idées reçues, je dirais aussi, un facteur de réussite, c'est de ne pas partir sur des fausses croyances collectives sur écologique, c'est cher, écologique, ça nettoie moins bien, écologique, c'est voilà. Il y a il y a beaucoup de psychologie, hein, finalement, et de conduite psychologique du changement. C'est peut-être ça la réussite, et puis la qualité du portage politique. Voilà, je crois que je peux dire ça. Est-ce que tu constates que dans les collectivités où il y a une politique achat responsable écrite, c'est plus facile, ou est-ce que tu constates une différence en fait entre les collectivités engagées sur des politiques achats responsables au sens large, hein, pas forcément avec une entrée sanitaire, des collectivités qui sont peut-être moins formées, moins acculturées au sujet, ou est-ce qu'il y a aussi des niveaux de taille de structure aussi, puisqu'on a parlé là avec les SPASER, cette obligation pour ceux qui achètent pour plus de 50 millions, donc forcément il y a aussi une connaissance nécessaire de la part des services achats. Est-ce que il y a une différence, ou encore une fois c'est une collectivité, une histoire, et quels sont les écueils en fait entre ces deux catégories que tu vas pouvoir rencontrer? Alors, quand on est face à une collectivité qui est très, très grande, que j'ai pu accompagner, ou comme la ville de Nantes, le service achat est souvent très loin et déconnecté des personnes de la petite enfance. Donc, ils ont parfois du mal à s'imposer ou à imposer, par exemple, l'allotissement. Ça, c'est un outil qu'on conseille. C'est parfois difficile quand la collectivité est trop grande parce qu'ils ne font pas le poids, ils ne se connaissent pas bien. Il y a toujours aussi la question des gens. Sur une ville à taille un tout petit peu plus raisonnable, c'est généralement sur une ville ou une communauté de communes ou une agglo, une métropole avec une taille un peu plus intermédiaire, que je trouve que ça communique mieux, et du coup c'est un petit peu plus facile. Cela dit, il y a des grandes collectivités où les acheteurs sont tellement motivés qu'ils prennent le sujet en charge tout seuls à l'échelle de la collectivité, pas seulement sur la petite enfance. Voilà. Et sur les tout petits, ce qui peut être intéressant, c'est que parfois, comme les montants ne sont pas très élevés, on peut sortir l'un ou l'autre produit du marché quand il est difficile à sourcer. Je pense notamment aux savons locaux qui peuvent être des savons de savonnerie, qui ne sont pas des gens qui savent répondre aux appels d'offres. Donc, on peut aussi trouver des astuces pour sortir l'un ou l'autre produit. Ça, tu en reparleras peut-être, hein, des astuces de marché. Sortir l'un ou l'autre produit du marché standard, de manière à pouvoir vraiment aller chercher le savon de la savonnerie locale qu'on a envie d'utiliser. Alors, pour tout ce qui est méthode technique d'achat, on vous invite à vous inscrire sur nos prochaines formations. Je fais un petit teasing avec Anne. On co-anime une formation une journée, c'est en présentiel. La prochaine est à Bordeaux, c'est le 18 mars, et on a une le 28 mai à Pau, et on est en train d'en programmer d'autres sur les territoires. Si vous êtes sur un territoire intéressé, n'hésitez pas à nous faire signe. Enfin, il faut que vous soyez en Nouvelle-Aquitaine quand même, parce que c'est un peu notre territoire à nous. Ok, super, merci.
beaucoup, Anne. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments que tu veux ajouter dans ton témoignage que je te... Comme ça, là, non, je ne viens pas. Je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Je peux après avoir s'il y a j'aimerais bien qu'il y ait des questions pour qu'on puisse. Toi, tu voulais parler d'abord du Spacer un petit peu. Hein. Oui. Je vais vous faire un petit. Je vais porter la parole des amis de l'agglomération du Pays Basque, puisqu'encore une fois, notre interlocutrice s'excuse, elle est indisponible ce matin. Je vais vous envoyer dans le lien leurs documents. Ils ont une démarche qui est singulière et très intéressante, c'est qu'ils ont vraiment intégré la question de la santé dans leur SPASER. Alors juste cette petite diapo pour ceux qui ne connaissent pas les SPASER, ça veut dire donc schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Tous les acheteurs publics qui achètent pour plus de 50 millions d'euros chaque année ont cette obligation de le mettre en place, de le rédiger. Ce que dit le Code de la commande publique, c'est que il y a quand même de nombreuses possibilités. Le contenu est libre. Il est possible de mutualiser aussi un schéma à l'échelle d'un territoire. Alors, quand on parle de contrats locaux de santé, ça peut être intéressant sur des démarches de territoire. Je lance ça comme ça. Il y a des choses qui sont... tout est envisageable, imaginable. Cette mutualisation, ça fait pas longtemps en fait que cette ouverture est proposée dans le code. Les indicateurs, ils sont définis par l'acheteur. Il y a quelques cadres tout de même, on n'est pas non plus, mais globalement, c'est vous qui définissez vos indicateurs en fonction de votre politique publique. Et donc, c'est vous qui mettez aussi en place les modalités d'élaboration de ce schéma. Et donc, voilà, on rappelle que c'est un super outil pour être à l'image de la politique publique que vous portez. Et donc la question de quand on signe une charte, quand on se lance dans une démarche, rien ne vous empêche d'intégrer cet objectif de réduction d'exposition aux polluants chimiques dans tous les achats ou même plus globalement de santé. C'est le choix qu'a fait l'agglomération du Pays Basque. Donc, petite pub, ils ont quand même eu les trophées de la commande publique 2023 pour leur SPASER. On fera le 24 mai à Bordeaux un événement régional autour de cette remise des trophées. Et donc, agents et élus du Pays Basque seront présents pour vous en parler de vive voix. Donc, c'est un document qui est établi autour de 4 axes, donc un axe transversal, un axe transition écologique, donc ce qui est intéressant, l'axe santé, un axe social et sociétal, un axe économique. Les 4 axes transversales, gouvernance, environnement, économique, social, c'est assez classique dans les schémas. L'axe santé, il est plus rare à trouver. Donc, c'est l'idée de se fixer des objectifs d'achat pour favoriser la protection de la santé à la fois des agents et des citoyens. Le prisme qui a été, alors c'est un SPASER qui est évolutif et je maîtrise pas forcément tout le sujet puisque je ne suis pas à l'initiative de sa rédaction, mais en tout cas sur ce lancement, 3 prismes importants ont été mis en place. L'alimentation, vous aviez introduit avec l'alimentation avec Limoges ville nourricière aussi, c'est un sujet de santé qui est vraiment important. La question de la qualité de l'air intérieur et aussi agir par ces achats sur la qualité de l'air extérieur. Donc l'axe santé, là, c'est un copier-coller tout bête du SPASER, mais c'est pour vous donner voilà dans quelle politique publique ce SPASER s'intègre. Et bien dans le plan climat de l'agglomération et également dans le contrat local de santé du Pays Basque. Et donc dans ces contrats plans, document cadre, il y avait effectivement des axes, agir pour des comportements favorables à la santé, encourager des environnements et des milieux de vie propices à la santé. Et donc, en fait, finalement, le SPASER n'est qu'une déclinaison opérationnelle d'un point de vue achat de ces grandes politiques et documents cadres portés par la collectivité. C'est souvent le cas sur les SPASER, c'est finalement on regarde qu'est-ce qu'on s'est donné comme objectif et puis comment ça va se traduire d'un point de vue achat. Donc sur les objectifs santé, ce que je disais tout à l'heure, 3 entrées, l'alimentation, la qualité de l'air intérieur, la qualité de l'air extérieur et notamment en luttant contre la pollution atmosphérique. J'ai mis un petit focus sur l'objectif numéro 8, mais je vais vous envoyer le document, vous aurez tous les éléments. Donc vous voyez comment ça se traduit, c'est un plan d'action.
Donc, objectif cible, exclure les sources de perturbateurs endocriniens avérés et présumés et des polluants persistants au moins surréglementés dans les établissements recevant du public et en priorité les jeunes enfants. Donc, il y a une référence au plan climat et au contrat local de santé. Et puis, vous voyez les objectifs qui sont donnés et des exemples d'actions. Donc, effectivement, vous avez parlé toutes les deux de nettoyage, puisque en termes de qualité de l'air intérieur, oui, ça vient fortement impacter. Et donc, référencer des produits d'entretien, exiger des prestataires de services d'appliquer les protocoles pour les crèches selon les recommandations de Reco Crèche. Donc, ils ont posé clairement dans leur SPASER cet outil régional que je vous présente juste après. Et puis, voilà, avec un indicateur de suivi, est-ce qu'on a effectivement bien respecté les préconisations Reco Crèche pour ces familles d'achat spécifiques. Donc, finalement, c'était partir d'engagement de la collectivité, voir comment on les traduisait d'un point de vue achat public. Et puis, il y a des outils qui existent, comme nos closiers, comme Reco Crèche, et donc, finalement, qui permettent aussi derrière de proposer des indicateurs plus simples à piloter et à mettre en place. Alors, si je vais vous envoyer, je ne suis pas très très bonne pour faire deux choses en même temps, donc je vous envoie le lien vers le document comme ça. Comme ça, vous y avez accès directement. Donc, sur les questions d'alimentation, c'est pareil, il y avait une entrée Egalim, puisqu'on est encore une fois sur les obligations. Et sur l'entrée qualité de l'air extérieur, c'est beaucoup autour de, alors à la fois des flottes de véhicules et puis de la question de la logistique urbaine. Donc, comment nous, dans les livraisons de tout ce qu'on achète, on va pouvoir exiger que les véhicules qui viennent nous livrer soient des véhicules de la mobilité douce ou du véhicule qui n'est pas polluant. Vous allez pouvoir le regarder dans le détail. Je vous ai envoyé le document. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce SPASER, si ça fait écho à des choses que vous avez pu mettre en place chez vous. Alors, du coup, il nous reste 5 minutes. On a faim. Il me reste 5 minutes pour vous partager. Donc, c'était un peu l'idée par rapport à ce qu'a fait l'agglomération du Pays Basque. Vous voyez, de dire on va partir sur le référentiel Reco Crèche. Donc, Reco Crèche, c'est un projet, ce que disait Anne, qui est porté par l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, donc qui est ouvert à tous avec énormément. Donc là, c'est le site que je vous partage, avec une boîte à outils conséquente. Et puis, pour les acheteurs publics, il y a des outils acheteurs publics. Tac. Donc, vous allez pouvoir avoir, selon les thématiques, des outils très concrets. Donc, le plus abouti, c'est celui sur le nettoyage et l'hygiène. Pourquoi ? Ce que disait Anne, c'est qu'on a une réglementation facilitante, c'est qu'on a une offre qui est mature, donc on ne risque pas trop les infructueux. Ceci dit, en off tout à l'heure, vous me donniez l'exemple de demander du pit-pit pour vitre. Voilà, il y a eu un écueil sur certains produits. On a eu un marché infructueux, mais 2 fois d'affilée pour le nettoyage des vitres. Mais dans une collectivité, il y a beaucoup de vitres. Et au-delà des crèches, il y a toutes les écoles, il y a les bâtiments publics, la mairie, les BFM, etc. Et il était contraignant puisque c'était un nettoyage à l'eau qui était demandé. Eh bien, on n'a eu aucun prestataire qui a été capable de nous proposer une solution avec un nettoyage à l'eau. Voilà. Ça vient bien avec les outils que je vais vous présenter. Donc, je vais aller dans le détail. Donc, en tout cas, celui-là, c'est la famille d'achat la plus simple à aborder, sur laquelle on peut exiger le plus de choses. Les autres, on vous propose plutôt des critères que des clauses, puisque effectivement, c'est plus difficile d'imposer, de dire pas de jeux, pas de perturbateurs endocriniens dans les jeux joués, pas de plastique dans les achats de jeux. On avait le retour d'expérience de Paris qui a eu, je ne sais pas combien de marchés infructueux avant. Donc, ça, c'est vraiment quand on a la possibilité, les moyens humains aussi, l'infructueux, c'est quand même beaucoup de... Voilà, c'est vraiment une volonté politique forte de mettre ça en place. Et puis, c'est bien que les gros s'en occupent pour derrière faire évoluer l'offre et que vous puissiez en bénéficier.
rapidement, donc quand vous allez sur celui-ci, vous allez pouvoir avoir accès alors à la fois au guide Recocrèche 3 que vous a présenté Anne, donc il y a un manuel pratique du nettoyage dans les crèches en respectueux, en limitant, en étant dans une approche de sobriété chimique avec plein d'éléments. Et puis ce que nous on a produit pour les acheteurs, donc c'est totalement complémentaire, hein, ça va vraiment bien ensemble. Et puis voilà, vous avez un document à compléter, puis après on va vous envoyer vers un certain nombre d'éléments. Donc effectivement, sur le sourcing, on vous a mis à disposition un exemple d'avis de sourçage et puis voilà, je peux pas y accéder parce que j'ai un problème de. Bon, un exemple d'avis de sourçage. On le voit. Et un exemple de grid, ça c'est là, je ne peux pas l'ouvrir. Un exemple de grid question, mais en tout cas, c'est ouvert à tous. Parce qu'effectivement, cette histoire d'infructueux, il faut en amont, dans la mesure du possible, c'est vraiment nous, ce qu'on dit, c'est que le sourcing, c'est la clé. Et donc, voilà, on vous donne des éléments sur le sourcing. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose sur la qualité de l'air. La première chose à faire, c'est ouvrir les fenêtres. Voilà, ça c'est de la pratique, ça. Ça, c'est de la pratique, mais c'est important parce que aussi bien dans les écoles que dans les crèches, la première chose, c'est ouvrir parce que l'air extérieur, même pollué, est moins pollué que l'air intérieur. Et du coup, et après, ça vous propose, là, je vous ai ouvert le closier. Donc là, l'idée, c'est qu'on vous donne des clauses types. On vous dit dans quelle pièce de votre DCE vous le mettez, puis on vous donne quelques exemples de commentaires. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée. On était parti du prisme, on fait un lot petite enfance ou un lot respectueux de la santé environnementale. En gros, tout ce qui n'est pas achat pour le nettoyage des pneus de camion et les piscines, hein, enfin finalement pour les bureaux, pour les écoles, pour les crèches. Pour à peu près tout sauf vraiment les éléments techniques. C'est sûr que piscine et services techniques, on est sur des besoins de produits un peu plus formulés. Mais voilà, l'idée, c'est que ça, vous pouvez utiliser pour tous vos équipements. Et on a un BPE type également, voilà, avec une fonction, la désignation du produit qui va en face. Voilà, ça c'était pour vous proposer, vous présenter les outils. Au fil de l'eau, on vous présentera les autres outils. On vous donne, je vois l'heure qui tourne, il est 59, il me reste 1 minute pour conclure cette réunion. La semaine prochaine, on fait un focus donc qualité de l'air intérieur avec Anne-Estelle de Boissesson qui travaille pour Grise, qui est un cabinet qui est vraiment spécialisé sur les sujets de la qualité de l'air intérieur. Et donc, on va brasser sur vos obligations, comment ça s'applique aussi d'un point de vue achat, quels sont les niveaux. Ouais. On va parler de mesures de qualité de l'air, voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser, normalement, elles devraient pouvoir être là pour vous répondre. Voilà, je vais clôturer. Est-ce que vous voulez peut-être dire le petit mot d'au revoir et après j'arrête l'enregistrement. Eh bien, j'espère que je n'ai pas vu énormément de questions, mais je pense qu'au moins ça va en susciter et qu'on pourra, on vous aura donné un éclairage qui vous incitera à aller dans le sens d'une meilleure prescription dans les marchés publics. Merci Nadine, bonne journée et bon appétit. Au revoir.